L'histoire commence en 1954. Un US Marshal nommé Teddy Daniels est sur un ferry en direction de Shutter Island. Il se tient près des toilettes et s'asperge le visage d'eau. Le mouvement du bateau lui donne la nausée. Un autre homme s'approche de lui, c'est Chuck Hall, le nouveau partenaire de Teddy. Les deux n'ont jamais travaillé ensemble auparavant. Chuck essaie de briser la glace en lui posant des questions sur son passé, mais Teddy reste très bref. Ce n'est pas quelqu'un qui aime partager sa vie personnelle. Leur mission est simple en apparence. Ils se rendent à l'hôpital Ashcliffe pour les criminels aliénés afin d'enquêter sur la disparition d'une patiente. Elle s'appelle Rachel Solando. Elle a noyé ses 3 enfants, mais son esprit refuse d'accepter ce qu'elle a fait. Elle croit toujours qu'elle vit chez elle, que ses enfants sont vivants, et maintenant, elle s'est volatilisée d'une chambre fermée à clé. Aucune fenêtre brisée, aucune porte forcée. Le personnel n'a aucune explication sur la façon dont elle a pu s'échapper. Alors que le ferry approche de l'île, Teddy et Chuck aperçoivent Ashcliffe pour la première fois. C'est une immense forteresse construite sur des falaises rocheuses, entourée par des vagues violentes. L'endroit ressemble plus à une prison qu'à un hôpital. À l'accostage, des gardes armés viennent les accueillir immédiatement. On leur demande de remettre leurs armes procédure standard. Expliquent les gardes, aucune arme n'est autorisée à l'intérieur. Teddy n'aime pas ça du tout, mais il n'a pas le choix. Il rend son revolver et se sent vulnérable sans lui. Ils sont escortés à travers les grilles jusqu'au bâtiment principal. Le directeur adjoint de la prison les accueille avec un regard glacial. Il fait clairement comprendre qu'il ne fait pas confiance aux étrangers. Puis il rencontre le docteur John Cawley, le psychiatre en chef. Le docteur Cawley est calme et posé. Il parle de ses patients avec compassion et explique ses méthodes de traitement progressistes. Il ne croit pas à la violence ni aux contraintes, il privilégie la thérapie, les médicaments et la confiance. Mais malgré son apparence sympathique, quelque chose chez le docteur Cawley met Teddy mal à l'aise. Le docteur Cawley leur explique le cas de Rachel Solando. Elle était dans sa chambre lors du dernier contrôle à 22h. La porte était verrouillée de l'extérieur à minuit. Une infirmière vérifie à nouveau. Elle a disparu. La seule chose qu'elle a laissée derrière elle est un bout de papier caché sous son lit avec un message étrange. The Law of 4. Who is 67? La loi des 4. Qui est 67? Personne dans le personnel ne sait ce que cela signifie. Teddy et Chuck commencent leur enquête. Ils interrogent d'abord les infirmières. Elles semblent nerveuses, donnent des réponses courtes et prudentes. Les gardiens les observent avec suspicion. Tout le monde semble cacher quelque chose. Quand ils interrogent les patients, les choses deviennent encore plus étranges. Une femme attrape le carnet de Teddy pendant qu'il est distrait. Plus tard, en le récupérant, il découvre qu'un seul mot y a été griffonné en gros « Run d'Archorti ». T'es quoi, j'étais court? Teddy devient obsédé par le code laissé par Rachel. Il y travaille sans cesse, cherchant à en percer le sens. Mais lors d'un moment privé avec Chuck, Teddy révèle autre chose. Il n'est pas venu ici seulement pour retrouver Rachel Solando. Il est venu chercher quelqu'un d'autre. Un homme nommé Andrew Laedis. Teddy raconte son histoire à Chuck. 2 ans plus tôt, sa femme Dolores est morte dans un incendie d'immeuble. L'homme qui a mis le feu s'appelait Andrew Laedis. Après le crime, Laedis a été déclaré fou et envoyé dans un établissement psychiatrique. Les contacts de Teddy lui ont appris que Laedis aurait été transféré ici, à Ashcliffe. Cette enquête est à l'occasion pour Teddy de confronter enfin l'homme qui a tué sa femme. Chuck l'écoute, mais le met en garde. Il ne doit pas laisser ses sentiments personnels interférer avec leur mission. Cette nuit-là, Teddy fait un cauchemar très vif. Il rêve de Dolores. Elle se tient devant lui, complètement trempée, l'eau dégoulinant de ses vêtements et de ses cheveux. Elle tend la main vers lui et lui murmure « Tu dois quitter cette île. Ils ne te laisseront jamais partir. » Teddy se réveille en sursaut, haletant, couvert de sueur. Le lendemain, de sombres nuages s'amoncellent au-dessus de l'île. Un énorme ouragan approche. Le vent se renforce. La pluie commence à tomber. En quelques heures, la tempête frappe de plein fouet. Toute communication avec le continent est coupée. Le courant saute par intermittence. Teddy et Chuck sont maintenant piégés sur Shutter Island, sans moyen d'appeler à l'aide ni de s'enfuir. Tandis que la tempête fait rage dehors, Teddy poursuit son enquête. Il a des flashbacks de la Seconde Guerre mondiale. Il était soldat et a participé à la libération du camp de concentration de Dachau. Les horreurs auxquelles il a assisté le hantent encore. Des piles de corps squelettiques, des prisonniers à peine vivants et les gardes nazis exécutés par son unité.
Ses souvenirs se mélangent à ses cauchemars de Dolores. Teddy devient de plus en plus paranoïaque. Il commence à croire qu'Ashcliffe n'est pas qu'un hôpital. Il pense qu'ils y mènent des expériences illégales sur les patients, lobotomie, psychochirurgie, techniques de contrôle mental. Il est convaincu que l'hôpital est secrètement financé par le gouvernement pour développer des armes psychiatriques pour la guerre froide, et il croit que le docteur Cowley dirige toute l'opération. Puis, au plus fort de la tempête, Rachel Solando est soudainement retrouvée. Une équipe de recherche la découvre cachée dans les falaises, trempée et terrorisée. Mais lorsque Teddy l'interroge, quelque chose cloche, son histoire semble répétée par cœur, ses réponses sont trop parfaites, trop convenables. Teddy soupçonne que tout cela est mise en scène, que sa découverte était trop facile pour être vraie. Plus tard dans la nuit, Teddy expose sa théorie à Chuck. Il est persuadé qu'un complot se trame sur l'île. Il est convaincu que le pavillon C, la zone réservée aux patients les plus dangereux, est l'endroit où ont lieu les expériences. Chuck se montre sceptique, mais accepte de l'aider. Profitant du chaos provoqué par la tempête et de la distraction du personnel, il s'éclipse et pénètre clandestinement dans le pavillon C. À l'intérieur, les conditions sont brutales. Les patients hurlent derrière des portes d'acier épaisses. Les gardiens sont violents, traitant les internés comme des animaux. Teddy fouille les cellules jusqu'à tomber sur un patient nommé George Noyce. Noyce le reconnaît immédiatement. Son visage est couvert d'ecchymose, il a été violemment battu. Noyce lui dit quelque chose de troublant. « Qu'est-ce que tu fais là, Teddy ? C'est eux qui t'ont amené ici. Tu ne vois pas ? Tout ça, c'est un jeu. » Noyce parle aussi d'Andrew Laedis. Il dit que Laedis est ici, quelque part dans le pavillon C. Mais lorsque Teddy exige de le voir, Noyce se contente de le regarder avec une expression étrange. Avant que Teddy ne puisse en apprendre davantage, des gardiens surgissent, attrapent Noyce et le traînent dans le couloir en le rouant de coups. Le lendemain matin, Teddy se réveille et fait une découverte terrifiante. Chuck a disparu. Son partenaire s'est évaporé. Teddy fouille sa chambre, puis tout le bâtiment. Il exige des réponses auprès du personnel. Où est Chuck Hall ? Mais les employés le regardent avec incompréhension. Le docteur Cowley lui explique calmement que Chuck est parti sur le ferry avant que la tempête ne frappe. Mais Teddy sait que c'est impossible. Aucun ferry n'a quitté l'île. Teddy a l'impression de perdre la raison. Tout le monde ment-il, ou est-ce sa mémoire qui le trahit ? Il n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Les murs semblent se refermer sur lui. Il quitte l'hôpital en trombe, sous la pluie, désespéré à la recherche de réponses. En longeant les falaises, il cherche quelque chose, n'importe quoi qui ait du sens. C'est là qu'il repère l'entrée d'une grotte cachée dans la roche. À l'intérieur, il trouve une femme tapie dans l'ombre. Elle se présente comme le docteur Rachel Solando, la vraie. Elle explique à Teddy qu'elle travaillait autrefois à Ashcliffe en tant que psychiatre. Mais lorsqu'elle a découvert ce qu'il faisait réellement là-bas, des expériences illégales, un financement gouvernemental secret, des recherches sur le contrôle mental, ils n'ont pas pu la laisser partir. Alors ils ont falsifié son dossier, fait d'elle une patiente, et l'ont enfermée pour la réduire au silence. Elle confirme tout ce que Teddy soupçonnait. L'hôpital n'est qu'une façade pour des expérimentations psychiatriques radicales. Cette femme le met en garde. Ils l'ont droguée. Les comprimés pour le mal de mer, l'aspirine pour ses maux de tête, même les cigarettes qu'on lui offre, tout serait imprégné de psychotropes. Ils sont en train de briser son esprit, de le préparer à quelque chose. Elle lui dit que sa seule chance est d'atteindre le phare. C'est là que sont pratiquées les opérations, c'est là qu'il trouvera les preuves qu'il cherche. Teddy sort de la grotte avec un but renouvelé. Tout est clair maintenant. Il y a un immense complot et il est en plein milieu. Il doit atteindre ce phare. Il longe les falaises dangereuses, sous une pluie battante, glissant sur les rochers, mais continuant d'avancer. Quand Teddy atteint enfin le phare, il force la porte et grimpe l'escalier en colimaçon. Son cœur bat à tout rompre. Il s'attend à trouver du matériel chirurgical, des instruments de lobotomie, des preuves de leur crime. Mais au dernier étage, il trouve quelque chose de totalement différent. Le docteur Cowley est assis calmement sur une chaise comme s'il l'attendait. Et Chuck est là aussi. Mais Chuck ne porte plus l'uniforme de Marshall, il porte une blouse blanche de médecin. Le docteur Cowley parle calmement. « Asseyez-vous, Andrew. » Teddy se fige. « Je m'appelle Teddy. Teddy Daniels. » Le docteur Cowley secoue la tête avec tristesse. « Non. Vous vous appelez Andrew Laedis. Vous n'êtes pas Marshall. Vous êtes un patient ici, à Ashcliffe, depuis 2 ans. »
Teddy refuse d'y croire. Ce n'est, selon lui, qu'une nouvelle étape dans leur manipulation, dans leur complot. Mais le docteur Coley commence à présenter des preuves, des documents au nom d'Andrew Laedis, des formulaires d'admission, des dossiers médicaux, des photographies. Il explique que l'homme que Teddy croit être Chuck Hall est en réalité le docteur Lester Sheehan, son psychiatre référent. Le docteur Coley lui raconte la véritable histoire. Andrew Laedis était bien un US Marshal. Il était marié à une femme nommée Dolores Chanal. Ils avaient 3 enfants, Edward, Daniel et Rachel. Mais Dolores souffrait de graves troubles psychiatriques entre dépression sévère et épisodes maniaques. Malgré les efforts d'Andrew pour qu'elle se fasse soigner, elle refusait tout traitement. Son état s'est rapidement dégradé. Un jour, Andrew rentre plus tôt du travail. Il trouve sa femme assise près du lac derrière leur maison, trempée. Leurs 3 enfants sont étendus sur la rive, noyés. Dolores les a emmenés dans l'eau et les a maintenus sous la surface jusqu'à ce qu'ils cessent de respirer. Quand Andrew voit ce qu'elle a fait, quelque chose se brise en lui. Il sort son arme de service et tire sur Dolores. La culpabilité le détruit. Son esprit ne supporte pas ce qui s'est passé, n'acceptant ni que sa femme ait tué leurs enfants, ni qu'il l'ait tuée elle. Alors, son cerveau crée un mécanisme de défense, une illusion élaborée. Il invente une nouvelle identité, Teddy Daniels, en combinant les prénoms de ses enfants, Edward et Daniel. Il se fabrique une histoire dans laquelle sa femme est morte dans un incendie criminel provoqué par un homme nommé Andrew Laedis, faisant de lui à la fois le héros et le monstre de sa propre fiction. Le docteur Coley explique que tout ce qui s'est passé durant les derniers jours était une immense thérapie de jeu de rôle. Elle a été conçue par le docteur Coley et le docteur Sheehan comme une ultime tentative pour briser la psychose d'Andrew avant d'être contraints de le lobotomiser. Ils ont créé tout le scénario, lui permettant de vivre sa fiction, dans l'espoir qu'il verrait lui-même les contradictions et accepterait la réalité. Rachel Solando n'existe pas. C'est une patiente fictive inventée par Andrew, un mélange de sa femme et de sa fille. Le code The Law of Four Who is 67 est aussi de lui. La femme qu'il a rencontrée dans la grotte était une employée jouant un rôle dans la thérapie. Puis Andrew la voit. Dolores apparaît devant lui, ruisselante, tenant leur fille Rachel dans ses bras. Mais cette fois, Andrew sait qu'elle n'est pas réelle. Elle n'est qu'une image dans son esprit. « Laisse-nous partir, Andrew, » murmure-t-elle. « Tu dois tous nous laisser partir. » Andrew s'effondre. Les souvenirs reviennent en bloc. Son retour à la maison, le chemin vers le lac, les corps de ses enfants, Dolores assise dans sa robe mouillée, le regard perdu, le pistolet dans sa main, le coup de feu. Tout est réel. Tout est arrivé. Il se souvient de tout. Le docteur Coley et le docteur Sheehan le raccompagnent à sa chambre. Ils pensent avoir enfin réussi. Après 9 mois de cette thérapie de rôle et 2 ans de traitement, Andrew a enfin brisé son illusion et accepté la vérité. C'est un miracle. Il n'aura pas besoin de lobotomie. Le lendemain matin, Andrew est assis sur les marches de l'hôpital avec le docteur Sheehan. La tempête est passée. Le soleil brille, les oiseaux chantent. La journée est splendide. Le docteur Sheehan s'assoit à côté de lui, l'observant attentivement, espérant que le progrès de la veille a tenu. Andrew prend la parole. « Alors Chuck, tu crois qu'ils vont nous laisser quitter ce rocher aujourd'hui ?» Il appelle le docteur Sheehan par son faux nom. Il parle comme s'il était redevenu Teddy Daniels, le marshal en pleine enquête. Il parle de quitter l'île comme si l'affaire touchait à sa fin. Le visage du docteur Sheehan se décompose. Ses épaules s'affaissent. Andrew a rechuté. Il s'est réfugié de nouveau dans son illusion, dans le confort de Teddy Daniels, plutôt que de faire face à la vérité insupportable d'être Andrew Laedis. La thérapie a échoué. De l'autre côté de la cour, le docteur Cowley observe la scène. Il voit l'expression abattue de Sheehan. Il comprend ce qui vient de se produire. Le docteur Cowley fait un discret signe de la main aux aides-soignants postés à proximité. Ils commencent à s'approcher d'Andrew. C'est la fin. Ils vont l'emmener au phare pour la lobotomie. Il n'y a plus rien d'autre à tenter. Andrew se lève lentement. Les aides-soignants arrivent. Il regarde le docteur Sheehan une dernière fois et lui dit doucement « Tu sais, cet endroit me fait me poser une question. Qu'est-ce qui serait pire ? Vivre comme un monstre ou mourir comme un homme de bien ?» Le docteur Sheehan le fixe, sidéré. Ses mots restent suspendus dans l'air. Andrew se tourne et commence à marcher calmement vers les aides-soignants. Il les suit sans résistance, en direction du phare, vers la procédure qui effacera ses souvenirs à jamais. Et dans ce dernier moment,
la question reste ouverte. Andrew a-t-il vraiment rechuté dans son délire, ou faisait-il semblant? A-t-il consciemment choisi, à cet instant précis, a-t-il décidé que vivre avec la connaissance de ce qu'il avait fait, vivre en monstre coupable de n'avoir pas sauvé ses enfants et d'avoir tué sa femme, était insupportable? A-t-il choisi de mourir comme Teddy Daniels, l'homme de bien, le héros, même si ce héros n'était qu'une fiction? Les aides-soignants emmènent Andrew. Le docteur Sheehan reste assis sur les marches, bouleversé par ses derniers mots. Le docteur Cowley regarde de loin, et nous sommes laissés à notre propre interprétation. Andrew Laedis a-t-il vraiment perdu la tête de nouveau? Ou a-t-il fait le sacrifice ultime, choisissant de perdre son identité plutôt que de vivre avec une culpabilité écrasante? Le film se termine sans donner de réponse définitive. Andrew s'éloigne vers le phare et la vérité reste volontairement ambiguë. Et sur ce, les amis, cette histoire touche à sa fin. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette explication.